Alors, bonjour tout le monde à la maison. Merci d'être avec nous pour cette émission de l'Info dans laquelle je reçois Joël Chassé de l'UPA Centre du Québec. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Écoute, on est là pour parler d'un sujet que tu connais, toi-même. Mhm. Et l'UPA, bien sûr. Donc, on va mettre en contexte nos téléspectateurs. Tu es nouveau directeur à l'UPA Centre du Québec. C'est nouveau depuis quand exactement? Officiellement, c'est depuis la semaine passée, depuis le 7 juillet. Fait que ça fait une semaine et 2 jours. Wow, tout nouveau encore, hein? Merci Ouais. d'avoir accepté l'invitation alors que c'est encore si frais. Mhm. Dis-nous d'abord, dans le fond, ton parcours, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu as fait avant l'UPA? Dans le fond, moi, je suis originaire du centre du Québec. J'ai grandi à Baie-du-Fèvre. C'est des racines dont je suis très fier. Et puis, après mon cégep, j'ai décidé d'aller faire un baccalauréat en sciences politiques à Sherbrooke. Fait que je me suis exilé, mais je revenais quand même souvent là, dans la région. Puis déjà à cette époque-là, là, on parle des années 2010, lorsque j'ai tourné la vingtaine, j'étais en mission pour allier la politique et l'agriculture. Au début, c'était un peu embryonnaire, je ne savais pas trop comment faire, mais lors de mon bac, là, j'ai axé tous mes travaux sur les politiques agroalimentaires au Québec. En plus, en partenariat avec la gang de l'UPA de l'Estrie. Les gens se rappelleront peut-être là, de François Bourassa, là, qui est décédé malheureusement l'été passé, puis Diane Lacroix, qui était directrice à l'époque là, dans cette fédération-là. Fait que déjà, avec ma formation au bac, là, je tentais de mettre ces deux choses en commun, la politique d'un côté, les affaires publiques, et puis l'agriculture. Puis par la suite, je suis allé à Québec. J'ai fait une maîtrise en communication, puis je me suis parti une petite agence de pub. Ça, c'est un petit aparté là, qui n'a pas vraiment rapport avec l'agriculture, mais quand même, je me rends compte que dans les fonctions que j'ai présentement, il y a un aspect communication, il y a un aspect valorisation de la profession, être capable de parler avec les agriculteurs, être capable de s'adresser aux bonnes personnes avec le bon message, que j'ai pu apprendre justement durant cette petite bifurcation-là. Là. Puis, après ça, je suis allé à l'Assemblée nationale. J'ai été conseiller parlementaire sur des enjeux qui touchaient l'agroalimentaire et le développement des régions. Finalement, j'ai fait une autre maîtrise en agroéconomie. Fait que, tu sais, la ligne directrice à travers ce parcours-là, c'est vraiment de allier les politiques agroalimentaires, mes intérêts pour l'agriculture et les affaires publiques. Donc, le rôle que j'occupe présentement à l'UPA, c'est un peu au confluent là, de toutes ces passions-là là, qui m'ont guidé dans les dernières années. Parce que l'agriculture, ça t'était familier déjà. Tu Mhm. viens d'une famille d'agriculteurs? Oui, on était basé à Baie-du-Fèvre, là, finalement, pour des décisions d'affaires puis de croissance des entreprises familiales. On est maintenant à Sainte-Monique, sur le bord de la rivière. Mais oui, on est des producteurs laitiers depuis 3 générations. Mon grand-père a parti ça là, dans le rang de la Grande Plaine. Mon père a développé l'entreprise, en fait, le fait croître de façon quand même assez importante. Et puis là, c'est moi puis mon frère là, qui s'en occupe. Évidemment, avec mon rôle comme directeur, j'ai moins le temps d'être dans les opérations au quotidien, mais je compte sur une équipe de travailleurs étrangers très, très fiable là, parce que auparavant, avant d'être à l'UPA, j'ai travaillé chez Savoura comme directeur de serre. Fait qu'on avait, dans ma serre, on avait une 50aine de travailleurs, des Québécois, des travailleurs étrangers. Puis, il y a certains d'entre eux qui m'ont bien aimé, fait qu'ils ils ont décidé de me suivre. Puis c'est sur eux autres que je peux m'appuyer là, pour la gestion, disons, quotidienne des opérations de la ferme. Là. Mais disons que de ce temps-là, avec les coupes de foin puis les semences aussi qui sont passées, on fait des grosses journées. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de travail déjà au quotidien. Même l'hiver, il y a du travail à tous les Ouais. jours. Hein? C'est pas Ouais. congé pour les agriculteurs. Donc, en plus, avec la nouvelle direction. Puis, en fait, nouvelle direction, toi, c'est combien d'heures semaine? Ça ressemble à quoi, mettons, un horaire de vie du directeur de l'UPA? C'est un poste à plus que temps plein, là, Okay. c'est évident. C'est sûr que là, présentement, c'est quand même très, très bien que je rentre en poste durant l'été. Parce que nous, à l'UPA, on est une organisation qui est pour les producteurs et qui est financée uniquement par les producteurs. Ça fait en sorte que on travaille pour eux. C'est eux qui nous passent leurs commandes, que ce soit via le conseil d'administration ou via d'autres instances plus locales là, qui se trouvent dans chacun des secteurs de la région.
Fait que durant l'été, les producteurs travaillent. Fait que les instances sont moins actives. Ça fait en sorte que on peut se concentrer un peu plus sur l'intégration en ce moment. Mais je te dirais qu'à partir de mi-août, début septembre, on commence les activités plus soutenues. Puis le gros rush, là, c'est vraiment de janvier, peut-être décembre avec le congrès. Décembre à mai, lorsque c'est l'hiver, lorsque les producteurs ne sont pas dans les champs, le rythme est assez effréné. Là. Mais c'est une job à temps plein, même à plus que temps plein. Tu as le temps de mettre les pieds dans la ferme quand même un peu? Oui, je fais mon contrôle laitier à tous les mois. Le soir, je fais du tracteur lorsque c'est nécessaire pour les récoltes. En ce moment, on est en pleine deuxième coupe de foin. Fait que hier soir, j'en ai fait un peu avec mon frère. Mais tu sais, moi, travailler sur la ferme, ça a toujours été un bonheur parce que je le fais avec mon père, je le fais avec mon frère. Fait qu'on travaille en famille pour développer une entreprise familiale qui est toujours en croissance. C'est pas du temps. Je vois pas ça comme un travail quand je fais ça. Je vois ça comme du temps de qualité que je passe avec deux personnes que j'adore, là, mon père et mon frère. Puis tant qu'à parler de ma famille, on a en plus ma mère qui donne des cours de francisation. Ah Fait que, oui. tout le monde est impliqué dans cette grande aventure-là. Donc, c'est pas un fardeau. Et en plus, c'est très intimement lié à ton nouveau rôle de Exact. directeur. Qu'est-ce qui te passionne dans l'idée d'être directeur à l'UPA? Quelles étaient tes visées quand tu as décidé de foncer dans ce domaine-là? C'est sûr qu'en venant d'une famille de gestionnaires, j'ai toujours aimé cette partie-là. Je pense qu'aussi, avec le parcours que j'ai eu, on m'a fait confiance très, très jeune pour avoir la charge d'une équipe. Fait que je suis quelqu'un qui est très empathique, très diplomate. Fait que j'essaie d'être quelqu'un de bienveillant envers les employés que je supervise et rigoureux. J'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir des patrons très inspirants. Fait que j'essaie de tirer le meilleur de ces gens-là que j'ai côtoyés. Quand je suis rentré à l'UPA, c'était pas dans un poste de direction, c'était dans un poste de chef d'équipe. Ça fait maintenant quasiment un an. Puis déjà, de travailler dans une organisation qui était à la fois politique, affaires publiques, mais aussi spécifiquement axée sur le bien-être des producteurs agricoles. Pour moi, c'était déjà un accomplissement, ou en tout cas une vocation, en fait. Puis, depuis qu'on m'a fait confiance pour le poste de direction, les journées passent très, très vite. J'ai pas l'impression... en fait, je travaille, mais j'ai pas l'impression que c'est un travail. J'adore ça. Les mandats sont différents, les mandats sont complexes, mais quand même, on a une expertise au sein des producteurs agricoles qui s'impliquent à l'UPA qui fait en sorte que l'intégration que je fais en ce moment avec Julie Bissonnette, qui est notre présidente, et Éric Coul, qui est le vice-président, je me sens très bien encadré. Puis, c'est pas des enjeux qui sont étrangers. Là. Tu l'as dit, je viens d'une famille agricole, je connais la région, j'y suis né puis j'y vis. Fait que c'est des choses que... C'est une façon de contribuer au développement de la région, au bien-être des producteurs agricoles, à ma façon, à moi, avec les expériences qui sont les miennes, puis avec les forces qui sont les miennes aussi. Là. Parlant d'enjeux, quels seraient ces enjeux-là, mettons, les dossiers principaux sur lesquels vous avez à travailler en ce moment, si on peut aller dans ce sens-là? Oui, tu sais, il faut comprendre que le poste de directeur, c'est un peu... c'est avec deux côtés de cerveau, on peut dire. Il y a le côté gestion des employés. À la Fédération, on a deux bureaux. Le bureau principal est à Nicolette, le deuxième est à Victoriaville. Et il y a 80 quelques employés là, qui travaillent dans ces deux bureaux-là. Mon rôle comme directeur, c'est de coordonner l'ensemble de ces employés-là pour mettre en œuvre les priorités, les orientations, les missions qui nous sont données par les élus. Donc, on a un conseil d'administration, puis ça, c'est la deuxième partie du double cerveau que je te parlais. Là. On a un conseil d'administration qui est composé uniquement de producteurs agricoles, qui, eux, vont décider quelles sont les priorités de la fédération, qu'est-ce qu'on doit faire pour les producteurs de la région, puis quels sont les enjeux qui nécessitent qu'on s'y attarde. Mon rôle comme directeur, c'est de valser entre ces deux sphères-là, le côté politique avec les élus, puis le côté employé là, avec les gens de la fédération.
Présentement, les grands dossiers qu'on a, puis on n'est pas étranger non plus au reste du Québec, là, on l'a vu même très récemment, là, toute la gestion de l'eau, que ce soit les cours d'eau, les inondations, les coups de pluie qu'il y a là, quand même assez massifs. Là, c'est des pluies tropicales maintenant. Là, on se croirait au Costa Rica tellement que ça tombe raide. Fait que, toute la gestion de ce que ça peut occasionner comme impact négatif pour les récoltes, que ce soit le nettoyage des cours d'eau, que ce soit... on a vu l'exemple quand même assez intense et dramatique là, du glissement de terrain qui a eu lieu à Sainte-Monique récemment, que ce soit les plaines inondables au lac Saint-Pierre. Tout ce qui entoure la gestion de l'eau, c'est quelque chose là, qui est fondamental. Ça implique également le milieu municipal. Fait qu'on on essaie de plus en plus de se rapprocher de ce milieu-là pour les considérer comme des partenaires. Hein. On n'est pas en opposition, on travaille ensemble. Fait que c'est un enjeu qui est très important présentement. On a aussi, encore et toujours, la valorisation de la profession de métier de producteur agricole. Par chance, dans la région, on est quand même une région très rurale. Fait que le lien avec les producteurs agricoles est encore présent. On a même les gens qui ne vivent pas en agriculture ont quand même un oncle, un grand-père, un frère qui est lié au domaine. Fait que le côté valorisation, je pense que c'est fondamental, mais on a moins de défis que par exemple des régions qui sont peut-être plus urbanisées, là, où est-ce que la déconnexion se fait, en tout cas, est peut-être plus flagrante. Là. Protection du territoire. On l'a entendu, vous avez probablement parlé là, sur vos ondes, là, mais les projets éoliennes sur le territoire agricole, ça, c'est quelque chose qu'on suit de très, très près. Pas beaucoup de terres agricoles au Québec. Je pense que c'est au-dessus de 96 du territoire qui est non agricole. Fait que le 4 qui nous reste, il faut le protéger. C'est notre garde-manger. Donc, grosso modo, comme ça, c'est pas mal ce qui me vient en tête. Évidemment, les élections municipales s'en viennent. Fait qu'on veut être un acteur quand même pour faire entendre nos priorités. Les élections provinciales seront dans 1 an et quelques. Fait que, évidemment, on va vouloir se faire entendre, surtout avec les enjeux liés à l'environnement. On a aussi un ministère de l'Agriculture qui se désengage de plus en plus de ses responsabilités, soit pour les déléguer à des organisations privées, les laisser sur le dos de l'UPA. Mais donc, on aimerait encore plus que le MAPAC prenne ses responsabilités, mais contexte de coupure budgétaire, c'est plus difficile. Grosso modo, comme ça, c'est pas mal ce qui me vient en tête, là, rapidement comme ça. C'est déjà beaucoup. Il y a donc beaucoup de sensibilisation, oui, pour les producteurs, mais pour les gens autour, pour la population également, parce que c'est important de... Comme on le disait, on est dans un milieu agricole, les gens sont quand même habitués d'être autour des agriculteurs, mais il reste encore de la sensibilisation à faire au quotidien, j'imagine. Oui, puis, tu sais, à l'UPA, on le voit de plus en plus, la présence de fermes de proximité, tu sais. Oui. Tu sais, eux, ils dépendent vraiment du commerce direct, là, de l'achat local, puis ils passent pas par les grandes chaînes. Ils vont vendre directement aux consommateurs, que ce soit dans des kiosques à la ferme même ou via des marchés de proximité. Bon, on a le marché Godefroy qui est un bel exemple. Tu sais, ce côté-là de connecter avec le consommateur, avec le citoyen, qui est très, très important parce que la vitalité, la survie puis la croissance des fermes de proximité passe également par là. À une certaine époque, la grosseur des fermes au Québec était différente. Puis la plupart des fermes œuvraient via le plan conjoint, donc mettaient leur production en vente via le plan conjoint. Que ce soit le porc, que ce soit le grain, le lait, etc. Avec les fermes de proximité, eux, leur mode de mise en marché est différent. Comme je le disais, c'est vraiment eux-mêmes qui vont mettre en marché leurs propres produits de moins grande ampleur, de façon moins concertée. Donc, l'achat local... Donc, les mouvements comme ça qu'on voit, là, notamment avec la guerre tarifaire qu'il y a avec les États-Unis, c'est des vagues. Il y en a une qui était venue aussi avec la COVID. Donc, c'est des vagues qui sont ponctuelles. Nous autres, le défi, c'est de faire en sorte que ces vagues-là soient permanentes pour faire en sorte que ces fermes-là puissent continuer leur développement puis puissent en vivre. Parce que souvent, les fermes de proximité, les gens qui y œuvrent ont un deuxième emploi parce qu'à la fin de l'année, ça n'arrive pas. Là. Fait que, je pense que pour ces gens-là, la décence, c'est de leur procurer les moyens de vivre
de leur métier qui est producteur agricole. Est-ce que c'est vrai que les producteurs agricoles vivent bien habituellement? Parce qu'il y a comme des préjugés qui existent. Il y a encore ma grand-mère qui dit « Ah, t'es avec un producteur agricole, alors tu manqueras jamais de sous. » Tu sais, OK. c'est comme des préjugés qui existent encore de nos jours ou... Bien, c'est sûr que moi, j'ai été élevé dans une famille où est-ce qu'on se voyait aussi comme des gestionnaires. Fait que le but d'une entreprise privée, c'est sûr que c'est de croître, c'est de générer du profit, puis c'est d'avoir les moyens de ses ambitions. Tu sais. Ouais. Bon, les modèles sont différents. Je pense que au centre du Québec, on a, je pense, c'est pas loin de 3000 fermes, je pense. Là, là, je me suis avancé, là, mais... On ira je suis chercher pas trop l'information. sûr. Ouais, là, je suis pas trop sûr. J'ai un blanc. Mais bref, ça fait en sorte que ces modèles-là sont tous différents. Là. Et puis, quand on dit que les producteurs ne manquent pas d'argent, la plupart de leur argent, c'est de la dette. Ils ont de l'argent s'ils vendent. Il n'y a pas personne qui développe une entreprise 365 jours par année, 7 jours sur 7 pour pouvoir la vendre. En plus, au Québec, en ce moment, on est rendu à un point de bascule où est-ce que plusieurs personnes vont à la retraite. Une génération prend leur retraite, puis le milieu agricole ne fait pas exception. Hein. Il y a la moyenne d'âge sur les fermes des propriétaires de fermes est de 55 ans et plus. Fait que ça fait en sorte que là, il y a un mouvement de bascule qui fait en sorte que s'il n'y a pas de relève, ils vont devoir vendre. Notre but, puis je pense que c'est la même chose pour ces propriétaires-là, leur but, c'est pas de vendre, c'est de trouver un moyen que leur entreprise perdure dans le temps, puis qu'ils soient d'une façon ou d'une autre attachés à la famille auquel ils proviennent. Fait que dans cette vision-là, je ne pense pas que c'est juste de dire que les agriculteurs ne manquent pas d'argent. Je pense que les agriculteurs ont beaucoup de dettes, ont fait beaucoup d'investissements, mais le coût à payer ou le prix à payer pour voir l'argent de ces investissements, pour voir la couleur de ces investissements-là, c'est de démanteler, puis ça, personne ne veut ça. Non, effectivement. Puis c'est une passion, c'est une vocation, là, être agriculteur. On s'entend, c'est souvent, ça vient de l'enfance aussi, on s'entend, là, c'est souvent familial. Côté membres, dans le fond, j'imagine sur votre site, on peut trouver les membres producteurs de l'UPA? C'est une liste. Je ne pense pas qu'elle est disponible sur notre site Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour être considéré comme un producteur agricole, il faut mettre en vente plus de 5 000 en produits. Il faut avoir des revenus agricoles qui dépassent 5 000 par année. Ça fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui ont, comme je l'expliquais, des kiosques, des fermes de proximité qui se qualifient quand même assez rapidement, là, parce qu'on y arrive quand même assez rapidement à 5 000. En se qualifiant comme ça, vous devenez membre de facto de l'UPA. Vous avez l'obligation, via la loi d'accréditation unique, de payer votre cotisation à l'Union. Bon, en payant la cotisation à l'Union, ça ne fait pas en sorte que vous êtes membre. Vous devez quand même signer le bulletin qui confirme que vous êtes membre, mais vous devez, d'une façon ou d'une autre, acquitter votre cotisation. Il y a des gens, pour des raisons qui les regardent, qui décident que je vais payer ma cotisation, mais je ne veux pas être membre de l'UPA. C'est un peu... je comprends pas pourquoi les gens font ça, parce que vous refusez les services auxquels vous avez droit en payant votre cotisation, mais des fois, les gens veulent lancer des messages, puis ils décident de faire ça. Mais il faut quand même savoir qu'au Québec, c'est plus de 94 des agriculteurs, des producteurs agricoles qui sont membres. Fait que 100 payent leur cotisation, ils n'ont pas le choix. C'est 94 qui sont, plus de 94 qui sont membres de l'Union. Fait qu'on est vraiment une force de frappe, la référence, je pense, en agriculture, que ce soit au centre du Québec ou dans la nation complète. Là. Quels sont ces services-là concrètement pour vos membres? On a déjà un devoir de référence. Hein? Si on n'est pas capable de donner le service, si ce n'est pas nous autres qui le donnent, on a un devoir de référence vers les autres organisations. On peut penser au club conseil, au conseiller en gestion. On peut penser également, des fois, le MAPAC. Comme je disais tantôt, le MAPAC de moins en moins. On a également des services d'agro-environnement. On a un département au centre du Québec, puis s'il y a des producteurs qui nous regardent, là, ils vont le connaître, là, mais Yann Bourassa, qui est vraiment un kingpin, là, si je peux me permettre l'expression, dans le domaine au Québec. Fait agro-environnement et aménagement.
des services agro-environnementaux comme caractérisation des cours d'eau, des projets là, pour mettre avoir de la rétribution au niveau des pratiques agro-environnementales. Fait que c'est tout Yann et son département qui s'occupent d'accompagner les producteurs là-dedans. On a également un centre d'emploi agricole pour le placement de main-d'œuvre, tout le lien aussi avec les travailleurs étrangers. Également des services en ressources humaines, parce que les producteurs agricoles, comme tu le sais, là, ils ont plusieurs chapeaux. C'est des entrepreneurs, c'est des mécaniciens, c'est également des gens qui ont des équipes à gérer. Puis c'est pas tout le monde qui a les ressources là, pour être capable de bien gérer une équipe de travail. Fait le centre d'emploi offre également aux producteurs là, des méthodes, des outils pour gérer leurs employés. On a une grosse partie de nos employés à l'UPA qui font partie du SCF, le Service Conseil en fiscalité. Donc, c'est des comptables, c'est des fiscalistes qui vont accompagner les producteurs agricoles là, dans leur état financier, dans la gestion de leur paye, bref, dans toutes les facettes plus finances là, de leur business. Également, on a un département de communication avec l'excellente Kimberly Hood qui met en place tous les événements qu'on a durant l'année. L'événement majeur, c'est notre Assemblée générale annuelle qui a lieu à chaque mois d'octobre. Puis on a également aussi des portes ouvertes là, qui auront lieu cette année, je crois que c'est le 7 septembre à la ferme Jean-Yves Gamelin à Pierreville, à Notre-Dame de Pierreville. Donc, Kim travaille fort là-dessus. Puis, c'est tout ce qui est rayonnement de l'organisation, valorisation de la profession. Je reviens avec ça, mais c'est quand même un volet quand même assez important. Puis, on a également avec la Confédération tous les enjeux politiques. Tu sais, la négociation avec Donald Trump, défense de la gestion de l'offre. Il y a un an, on a eu le ministre de l'Agriculture qui a annoncé 106 millions pour les producteurs. Bon, ça, c'est un autre dossier. On n'a pas tout vu la couleur de cet argent-là, mais le suivi qui est fait sur ces promesses-là, qui sont des enjeux plus globaux là, à l'ensemble des agriculteurs, ça, c'est plus la Confédération qui le fait, mais évidemment qu'on est prêté, ou en fait, on est mis à contribution là, dans ces dossiers-là. C'est l'ensemble de l'œuvre qui fait en sorte que lorsqu'un producteur agricole contribue ou cotise à l'UPA, c'est ces services-là qu'il peut avoir directement ou de manière collective, comme quand je parlais là, de la défense, là, de la gestion de l'offre. On ne le fait pas juste pour un producteur, on le fait pour l'ensemble des gens qui opèrent sous gestion de l'offre. Puis même, j'irai un peu plus loin, on le fait pour l'ensemble du Québec parce que ça garantit une stabilité de prix pour les consommateurs également. Là. En effet. Pour terminer, si on parle de rêve, est-ce qu'il y a de la place au rêve à l'UPA? Quel serait ton rêve pour l'UPA Centre du Québec? Ce qui est le fun, c'est que je prends la relève de France Proulx, qui est arrivé il y a 3 ans à la tête de la fédération, puis qui a mis en place une panoplie d'initiatives novatrices, puis de politiques, autant pour les employés que pour la relation avec les élus. Tu sais, moi, je m'inscris un peu dans la lignée de ce qu'elle a entrepris. J'aime bien... en fait, elle me présente un peu comme son poulain, là. Mais ça fait en sorte que on a le vent dans les voiles, on a un grand potentiel, on a des gens d'une extrême qualité, autant au niveau des élus qu'autant des employés qui font le choix de travailler pour l'agriculture. Fait que de plus en plus, ce qui arrive là, à court, moyen terme, c'est de se positionner encore une fois comme la référence en agriculture dans la région, d'établir des partenariats avec nos interlocuteurs principaux, qui sont évidemment les municipalités, les gouvernements de proximité. Puis, c'est sûr que si on peut changer la tendance et d'avoir une hausse dans le nombre de producteurs agricoles, moi, ça ferait bien mon bonheur. Rendre la profession encore plus attractive. On a un enjeu, comme je le disais, au niveau des producteurs qui se dirigent vers la retraite. Fait qu'être capable de donner à la relève les moyens de leurs ambitions pour qu'ils soient en mesure de reprendre cette panoplie d'entreprises agricoles-là qui vont tout prochainement se trouver en vente. Si on est capable de faire ça, je pense que, en tout cas, à tout le moins, de donner les outils aux producteurs pour qu'ils aient le moyen de leurs ambitions, je pense que c'est un beau rêve pour les prochaines années.
Eh bien, merci beaucoup de ton temps et de ta passion. Ça fait plaisir. Ça se transmet, ça se voit sur nos ondes. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été là pour cette émission de l'Info avec Joël Chassé de l'UPA, Centre du Québec. On se retrouve la semaine prochaine. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go right now. And all I can taste is this moment. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.